Chapitre 6. Dieu ne joue pas au délieu. Fondation Keitej Bahnhofstrasse, Zurich, date 28 septembre 2027. L'Action Zurich était historiquement, traditionnellement, culturellement une ville ancestrale d'horlogères minutieux, méticuleux, perfectionnistes, depuis le XVIe siècle, quand les réfugiés protestants français huguenots fuyant les persécutions catholiques avaient apporté leur savoir-faire artisanaux sophistiqué de fabrication de montres mécaniques de précision dans cette cité calviniste austère, rigide, disciplinée du canton germanophone suisse, et la mystérieuse fondation Keitej, semi-privée, semi-publique, ne faisait absolument pas exception à cette tradition helvétique séculaire de précision maniaque, de discrétion absolue, de sécurité maximale. C'était architecturalement une véritable forteresse contemporaine inexpugnable de verre trempé inoxydable brossé poli, un bunker culturel ultramoderne conçu par le cabinet d'architecte Herzog de Meuron, dissimulé astucieusement, camouflé habilement derrière la façade historique classique discrète, élégante, néo-renaissance parfaitement préservée, restaurée méticuleusement d'une ancienne banque privée genevoise du XIXe siècle, fondée en 1847 par la dynastie bancaire Rothschild servant historiquement la haute aristocratie européenne, les familles royales déchues, les fortunes industrielles discrètes, située dans le quartier huppé, exclusif de Seefeld surplombant le lac de Zurich scintillant. Elias Van, épuisé, affamé, gelé après 4 jours éprouvants de voyage clandestin chaotique depuis les Alpes françaises, traversée nocturne périlleuse de la frontière franco-suisse enneigée par des sentiers de contrebande historiques, déplacements furtifs en trains régionaux bondés en évitant soigneusement les caméras de surveillance omniprésentes des gares, nuits passées dans des auberges de jeunesse minables sous fausse identité empruntée, subsistance minimale avec du pain sec et du fromage acheté cash, dans des épiceries anonymes, n'avait manifestement pas d'armes conventionnelles physiques sur lui, aucun pistolet automatique, aucun couteau de combat, aucun explosif artisanal qui l'aurait fait immédiatement arrêter, emprisonné au premier contrôle policier suisse omniprésent à Tillon. Il avait conceptuellement, stratégiquement beaucoup mieux, infiniment plus sophistiqué, plus adapté à sa mission spécifique, un émetteur compact, portable d'impulsion électromagnétique directionnelle haute fréquence, un dispositif EMB électromagnétique pulse miniaturisé, bricolé ingénieusement, improvisé astucieusement à partir d'un magnétron récupéré, volé discrètement dans un four à micro-ondes domestique Samsung abandonné trouvé dans une décharge municipale, près d'Annecy alimenté par une batterie lithium-ion haute capacité de vélo électrique hollandais, gazelle acheté cash sans facture dans un magasin de cycle d'occasion, le tout assemblé, câblé, soudé durant une nuit blanche fiévreuse dans une chambre d'hôtel miteux selon des schémas électroniques téléchargés sur des forums clandestins de hackers, de makers, d'anarchistes technologiques. Il s'était glissé discrètement, furtivement, audacieusement dans le local technique exigu du sous-sol climatisé de la fondation Keitej, en se faisant passer effrontément pour un inspecteur officiel mandaté de la sécurité incendie cantonale zurichoise, effectuant une inspection réglementaire de routine annuelle obligatoire, présentant aux gardiens de sécurité soupçonneux mais finalement convaincus une fausse carte professionnelle plastifiée crédible avec hologramme contrefait, un faux badge d'identification administrative falsifié imprimé la veille dans un cybercafé, un faux ordre de mission tamponné téléchargé, puis modifié avec Photoloche, parlant un allemand suisse approximatif, mais suffisamment convaincant appris phonétiquement en 3 jours, avec des applications linguistiques mobiles intensives. Désormais, après 20 minutes d'errance apparemment nonchalante, professionnels dans les couloirs souterrains bétonnés surveillés par caméras qui l'évitaient subtilement en connaissant leurs angles morts calculés d'après les plans architecturaux volés numériquement, ils se tenaient nerveux, concentrés, tremblants intérieurement devant le coffre-fort numéroté 714, ce compartiment sécurisé individuel d'environ 1 mètre cube loué annuellement depuis 1955, selon les registres confidentiels qu'il avait piraté la semaine précédente en infiltrant le réseau informatique de la Fondation via une vulnérabilité 0D dans leur système de gestion documentaire obsolète. Il n'y avait manifestement pas de serrure physique mécanique conventionnelle avec cylindre, goupilles, clés métalliques dentées comme sur les anciens coffres bancaires du XXe siècle, juste un scanner biométrique optique moderne Fujitsu à reconnaissance multimodale empreinte digitale, iris rétinien, géométrie veineuse palmaire couplée à un clavier quantique cryptographique théoriquement inviolable de dernière génération développé par IBM Research utilisant des qubits supraconducteurs pour générer des clés de chiffrement aléatoires véritablement quantiques impossibles à deviner par force brute, même avec tous les supercalculateurs terrestres combinés calculant durant des millénaires. Elias colla fermement, précautionneusement son dispositif M artisanal bricolé contre le boîtier métallique gris anthracite du système de contrôle électronique, alignant soigneusement l'antenne directionnelle improvisée avec la carte mère visible à travers la grille de ventilation. « Allez, allez, fonctionne correctement » murmura-t-il anxieusement pour lui-même d'une voix rauque, enroué par 4 nuits sans sommeil réparateur,
La sueur froide nerveuse piquant douloureusement, irritant ses yeux fatigués, rougis, cernés de noir derrière ses lunettes de protection industrielle en polycarbonate transparent qu'il avait enfilées pour se protéger d'éventuelles projections, étincelles, arcs électriques. Il appuya résolument sur l'interrupteur basculant rouge du circuit électrique bricolé avec des doigts gantés tremblants. Un bourdonnement aigu, strident, vibrant à la limite supérieure de l'audition humaine autour de 18 000 Hz, à peine audible consciemment mais physiquement ressentable comme une pression désagréable dans les tympans. Une vibration inquiétante dans les os du crâne s'éleva progressivement, augmentant graduellement en intensité, en puissance. L'écran LCD rétroéclairé bleu du scanner biométrique vacilla nerveusement, trembla, scintilla, se couvrit de parasites horizontaux, de lignes de bruit numériques, de pixels morts aléatoires. Elias savait théoriquement, intellectuellement que le cryptage quantique proprement dit était effectivement mathématiquement, fondamentalement inviolable par le calcul algorithmique, classique, ou quantique grâce au principe de mécanique, quantique théorème de non-clonage, intrication EPR, principe d'incertitude de Heisenberg, mais le hardware physique matériel concret sous-jacent, lui les circuits imprimés, les transistors silicium, les condensateurs, électrolytiques, les résistances carbone obéissaient toujours implacablement, inexorablement aux lois électromagnétiques basiques, élémentaires, universelles de l'électronique classique maxwellienne découverte au XIXe siècle. Il ne cherchait absolument pas naïvement, stupidement à deviner mathématiquement, à calculer algorithmiquement, à casser cryptanalytiquement le code d'accès quantique aléatoire qui changeait dynamiquement toutes les nanosecondes, ce qui aurait été effectivement totalement impossible, futile. Il cherchait astucieusement, pragmatiquement à faire littéralement frire, griller, carboniser physiquement les semi-conducteurs délicats en silicium dopé, les jonctions PN fragiles, les circuits intégrés SUMOS sensibles aux décharges électrostatiques en les soumettant à un champ électromagnétique pulsé intense dépassant largement leurs spécifications de tolérance maximale pour déclencher artificiellement, forcer électroniquement le protocole de sécurité automatique d'ouverture d'urgence, fail-safe programmé obligatoirement par les normes bancaires internationales, BAL3 pour permettre l'accès aux pompiers et aux équipes de secours en cas d'incendie, d'inondation, de tremblement de terre, de panne électrique généralisée. Une étincelle électrique bleu-blanche aveuglante, crépitante jaillit soudainement, violemment du clavier quantique surchauffé comme un mini-éclair miniature, un arc voltaïque spectaculaire. Une odeur âcre, caractéristique, reconnaissable entre 1000 d'ozone, eau fraîchement générée par ionisation de l'oxygène atmosphérique, mêlée aux effluves nauséabonds de circuits imprimés brûlés, de plastique ABS fondu, de résine époxy carbonisée remplit rapidement le couloir étroit, exiguë, mal ventilé. Clac, un déclic mécanique sec, métallique, libérateur résonna dans le silence tendu. Les pênes cylindriques massifs en acier trempé de 25 mm de diamètre se rétractèrent électromécaniquement dans leur logement. La lourde porte blindée du coffre-fort pesant probablement 150 kg pivota lentement, majestueusement en silence parfait sur ses gonds lubrifiés à l'huile synthétique haute performance, ses roulements habiles de précision suisse ne produisant aucun grincement, aucun bruit de frottement. À l'intérieur du compartiment sécurisé tapissé de velours noir ignifugé, dans une petite alvéole cubique climatisée maintenue artificiellement à 18 degrés Celsius et 40% d'hygrométrie relative optimale pour la conservation d'instruments anciens fragiles, il n'y avait manifestement pas de lingots dorés empilés scintillants, ni de diamants bruts étincelants, ni de titres au porteur millionnaires, ni de documents compromettants secrets, ni de passeports diplomatiques falsifiés, ni de devises étrangères bindlées. Juste un étui rigide à violon noir rectangulaire classique en carton bouilli renforcé, visiblement ancien, usé, patiné, éraflé par le temps, par les voyages, par les décennies de manipulation, posé cérémonieusement, révérencieusement sur un coussin épais de velours rouge sans bordeaux, comme une relique sacrée exposée dans un reliquaire ecclésiastique médiéval. Elias s'en saisit immédiatement avec des mains tremblantes incontrôlablement d'excitation nerveuse, d'anticipation anxieuse, de fatigue physique extrême accumulée, soulevant délicatement l'étui poussiéreux comme s'il manipulait un nouveau-né fragile, une bombe atomique amorcée, le Saint Graal légendaire. Ses doigts gantés caressèrent révérencieusement le cuir craquelé, fendu, décoloré de la poignée usée. Il ne tenait objectivement matériellement pas simplement un banal instrument de musique ancien de collection, un Stradivarius de valeur muséale inestimable recherché par les collectionneurs millionnaires, les virtuoses internationaux. Il tenait métaphoriquement, symboliquement le testament scientifique crypté ultime d'Albert Einstein, ce génie visionnaire incompris qui avait volontairement, délibérément caché la clé finale de compréhension de l'univers, le chaînon manquant de la théorie unifiée du tout dans les harmoniques musicales gravées sur le chevalet d'érable de son violon adoré Lina, plutôt que de risquer que ces équations ultimes soient militarisées, weaponisées pour construire des armes encore plus destructrices que la bombe atomique qu'il regrettait amèrement d'avoir indirectement contribué à créer. L'alarme silencieuse inaudible connectée aux centrales de sécurité, invisible, immatérielle venait inévitablement, certainement de se déclencher automatiquement dès l'ouverture non autorisée du coffre, il le savait intellectuellement,
rationnellement, avec certitude absolue. Le système de surveillance intégré avait immédiatement, instantanément transmis l'alerte codée par fibre optique cryptée au poste de garde centrale, au commissariat cantonal zurichois, probablement même directement aux locaux fédéraux de la police judiciaire suisse à Berne. Il avait optimistement, généreusement 3 minutes maximum, peut-être seulement 2 avant que la sécurité privée suisse professionnelle, militarisée, entraînée, réputée mondialement pour son efficacité redoutable, son absence totale congénitale d'humour, sa brutalité proportionnée méthodique, ne débarque lourdement armé pistolet mitrailleur MP5, matraque télescopique, taser haute tension, chien d'attaque, berger allemand dressé pour l'arrêter violemment, le plaquer au sol, le menotter, l'emprisonner avant extradition probable vers la France, les États-Unis interpellés pour effraction aggravée, vol qualifié, destruction de biens, terrorisme présumé. Il devait fuir. Maintenant, immédiatement, la révélation Elias ne prit absolument pas le temps précieux, vital de fuir immédiatement, précipitamment, instinctivement comme le dictait impérieusement la raison pragmatique élémentaire, le bon sens survivaliste basique, l'instinct de conservation primordial câblé génétiquement dans son tronc cérébral, reptilien ancien hurlant mentalement, danger, fuis, cours, sauve-toi, avec une urgence viscérale terrifiante. Pas encore, pas maintenant, pas avant d'avoir vérifié, examiné, confirmé l'instinct professionnel obsessionnel du chercheur scientifique minutieux, méticuleux, entraîné, renforcé durant 15 années académiques intenses dominait complètement, écrasait totalement celui beaucoup plus récent, moins développé du survivant fugitif traqué. À genoux inconfortablement sur le carrelage en marbre blanc froid, dur glacial du compartiment exigu du coffre-fort ouvert béant, inhibant totalement la douleur aiguë dans ses rotules osseuses pressées contre la pierre rigide, il fit prestement sauter avec ses pouces tremblants d'anticipation fébrile les 2 loquets métalliques oxydés, grippés de l'étui rectangulaire poussiéreux, une odeur complexe, composite, évocatrice, nostalgique de vieux bois de sapin, d'épicé à vieilli naturellement durant des décennies, de vernis à l'alcool shellac artisanal jaunâtre appliqué en couches minces successives par un luthier patient, et de colophane séché, durci, cette résine naturelle de conifères que les violonistes frottent rituellement sur les crins de leur archet pour créer l'adhérence, la friction nécessaire à la production sonore s'échappa immédiatement, libérée de la boîte hermétiquement close pendant des décennies, envahissant instantanément ses narines dilatées, déclenchant involontairement des associations mémorielles profondes, des réminiscences proustiennes de concerts classiques entendus durant son enfance californienne cultivée, des récitals de chambre auxquels sa mère mélomane l'emmenait religieusement chaque dimanche après-midi au Herzbest Theater de San Francisco. Le violon légendaire était effectivement là, tangible, réel, authentique, reposant paisiblement dans son nid de velours capitonné rouge sang. Ce n'était manifestement évidemment pas un Stradivarius hors de prix inestimable fabriqué à Crémone au XVIIIe siècle par Antonio Stradivari, dont les exemplaires survivants se vendent enchères pour des dizaines de millions de dollars aux collectionneurs fortunés, aux fondations culturelles richissimes, ni un garnerie de jesure rarissime recherché par les virtuoses internationaux, mais simplement, modestement un instrument de travail quotidien fonctionnel, utilitaire, patiné naturellement, usé amoureusement, marqué visiblement par des milliers d'heures cumulées de pratiques intensives, de répétitions acharnées, d'expérimentations harmoniques, durant lesquelles le génie Einstein cherchait l'inspiration mathématique, la révélation physique en jouant compulsivement des sonates de Mozart, des partitas de Bach, des concertos de Vivaldi jusqu'à ce que ses doigts cailleux saignent, que son esprit tourmenté s'apaise, que les équations émergent mystérieusement de la musique elle-même. Elias saisit révérencieusement, précautionneusement l'instrument sacré, historique par le manche en ébène lisse, noirci par la transpiration palmaire acide de décennies de manipulation, soulevant délicatement le violon hors de son écrin protecteur. Il savait exactement précisément où regarder grâce aux indices cryptiques déchiffrés dans les correspondances privées d'Einstein consultées clandestinement dans les archives numériques piratées de l'Institute for Advanced Study de Princeton. Einstein génial, visionnaire ne laissait jamais rien au hasard aléatoire, à la contingence stochastique, à l'improvisation spontanée. Chaque détail était calculé, pensé, encodé symboliquement. Il approche respectueusement le violon vénérable de la lumière crue, blanche fluorescente, aveuglante du couloir souterrain éclairé artificiellement 24 heures sur 24, il ignora volontairement, consciemment les ouïes élégantes traditionnelles en forme de phytalique stylisée, découpées, symétriquement dans la table d'harmonie en épicéa, permettant la résonance acoustique optimale de la caisse de résonance creuse et concentra toute son attention visuelle focalisée, toute son acuité perceptive aiguisée sur le chevalet, cette petite pièce architecturale cruciale, fonctionnelle de bois d'érable clair ondé naturellement, sculptée minutieusement, ajustée précisément, haute de 3 cm environ qui se dresse verticalement perpendiculairement à la table d'harmonie entre les 2 ouïes et qui transmet mécaniquement, acoustiquement les vibrations oscillatoires des 4 cordes tendues en boyau naturel ou acier vers la caisse de résonance amplificatrice produisant finalement le son musical audible et caractéristique,
reconnaissable du violon. Il plissa intensément les yeux fatigués, myope corrigé par ses lunettes rondes à monture épaisse, accommodant laborieusement sa vision floue sur les détails microscopiques, minuscules. C'était effectivement là, exactement comme prédit, comme espéré, comme imaginé durant ces nuits blanches fiévreuses de spéculation théorique. Gravé délicatement, subtilement, invisiblement à la pointe ultra fine d'une aiguille de couturière en acier trempé, ou peut-être d'un stylet de graveur professionnel dans le bois tendre, friable de l'érable clair poreux, une série énigmatique, ésotérique de caractères alphanumériques minuscules microscopiques, quasi invisibles pour un île non averti, non prévenu, non entraîné à détecter les anomalies, les irrégularités, les inscriptions cachées couraient linéairement, serpentaient élégamment le long de la courbure gracieuse, arquée, convexe du chevalet bombé suivant les veines naturelles du bois ondulé. Ce n'était manifestement, évidemment pas une signature commerciale banale de luthier, pas un cachet de fabricant ordinaire estampillé, pas une marque d'atelier routinière comme Antonius Stradivarius, Cremonensis, Faciba, Anno 1715 qu'on trouve typiquement à l'intérieur des violons anciens authentiques. Elias déchiffra laborieusement, péniblement lettre par lettre, symbole par symbole, l'inscription cryptique microscopique à la lumière rasante optimale, reconstituant mentalement, recomposant intellectuellement la formule mathématique sacrée gravée il y a probablement 70 ans par les mains tremblantes vieillissantes du physicien génial mourant conscient que ses jours étaient comptés, que la mort approchait inexorablement, qu'il devait léguer, transmettre, préserver son ultime découverte avant de disparaître définitivement. Il eut littéralement le souffle coupé brutalement, violemment comme frappé physiquement au plexus solaire par un coup de poing puissant, ses poumons se vidant instantanément, complètement de leur air résiduel, son diaphragme se contractant spasmodiquement, son hurle manquant plusieurs battements consécutifs. La plupart des gens ordinaires non scientifiques, non mathématiciens confrontés à cette inscription y auraient vu simplement du charabia mathématique incompréhensible, hermétique, opaque, ou peut-être une référence New Age ésotérique, pseudo-scientifique fumisterie au fameux l'A432 Hz promu mystiquement par certains musicothérapeutes alternatifs, gourous holistiques charlatans affirmant sans preuves empiriques, rigoureuses que cette fréquence particulière serait naturelle, harmonieuse, alignée cosmiquement contrairement au la standard conventionnel 430 Hz adopté internationalement en 1939, qui serait dissonant, artificiel, néfaste selon leur théorie complotiste pseudo-scientifique infondée. Mais Elias formé, entraîné, éduqué durant 15 années académiques intensives voyait immédiatement, intuitivement la symétrie mathématique profonde, cachée, sublime, sous-jacente. Les constantes fondamentales universelles étaient toutes là présentes, combinées élégamment, h-bar la constante de Planck réduite gouvernant tous les phénomènes quantiques microscopiques, 1,55 J/s, la constante gravitationnelle newtonienne gouvernant l'attraction universelle, Suisse 67 Watts 10 m/kS. La vitesse absolue de la lumière dans le vide 29,4 usantrams, et puis le nombre transcendant irrationnel fondamental 31,50 reliant géométrie euclidienne et analyse harmonique. C'est une clé harmonique de stabilisation cosmologique, souffla-t-il incrédule pour lui-même d'une voix tremblante, cassée, à peine audible résonnant étrangement dans le couloir souterrain désert, bétonné, compris instantanément, fulgurativement, avec cette clarté aveuglante caractéristique des révélations scientifiques majeures, l'erreur conceptuelle fondamentale, critique de ses propres calculs frénétiques, effectués dans la bergerie glaciale des Alpes françaises. La constante cosmologique Aleph qu'il avait identifiée, mesurée, quantifiée était effectivement une force d'entropie pure, destructrice croissante, un bruit blanc thermodynamique aléatoire universel, un chaos fondamental dissolvant progressivement, inexorablement toutes les structures organisées depuis l'échelle subatomique, quantique jusqu'à l'échelle galactique cosmologique. Pour la contrer efficacement, stabiliser effectivement l'effondrement anthropique accéléré catastrophique de l'univers observable, on ne pouvait absolument pas utiliser bêtement, naïvement de la force brute énergétique massive, de la puissance computationnelle titanesque, des supercalculateurs pétaflopiques calculant frénétiquement des trajectoires optimisées comme les Russes, tentaient stupidement, grotesquement de le faire dans leur bunker sibérien souterrain. Non, il fallait astucieusement, élégamment une contre-note harmonique résonante, une fréquence vibratoire parfaite, pure, stable, capable d'entrer spontanément en résonance constructive, en couplage cohérent, en synchronisation phasée avec la structure mathématique profonde, fondamentale de la réalité spatio-temporelle elle-même pour la stabiliser dynamiquement, la verrouiller fermement, la cristalliser définitivement dans un état métastable résistant, annulant, compensant exactement les fluctuations anthropiques destructrices par interférence destructive ondulatoire. Einstein visionnaire, prophétique avait découvert, calculé, identifié la fréquence fondamentale de base, primordiale de l'univers observé, la note cosmique originelle sur laquelle le cosmos entier était accordé harmoniquement, syntonisé naturellement avant le Big Bang primordial, durant l'ère de Planck initiale, où toutes les forces fondamentales gravitation, électromagnétisme, force nucléaire forte,
force nucléaire faible était encore unifiée, fusionnée en une unique superforce symétrique. Il l'avait volontairement, délibérément caché cryptographiquement sur son violon adoré Lina parce que la musique harmonique pythagoricienne était existentiellement, ontologiquement le seul domaine phénoménologique, le seul espace expérientiel humain où cette mathématique divine transcendante, cette géométrie sacrée platonicienne, prenait concrètement vie sensible, s'incarnait physiquement dans des vibrations acoustiques audibles, se manifestait matériellement dans des ondes sonores perceptibles, devenait accessible émotionnellement aux consciences humaines limitées incapables autrement d'appréhender directement, immédiatement les abstractions mathématiques pures. Dieu ne joue pas aux dés avec l'univers, murmura Elias en souriant follement, hystériquement, citant la célèbre phrase d'Einstein critiquant l'interprétation probabiliste de la mécanique quantique. Il joue du violon harmonique. L'univers est une symphonie cosmique, pas un casino quantique aléatoire. Il referma précipitamment, brutalement l'étui précieux d'un coup sec, violent qui résonna métalliquement dans le couloir souterrain comme un coup de feu, comme une détonation symbolique. Il avait maintenant la formule ultime, la clé harmonique finale, le chaînon manquant salvateur. Maintenant, immédiatement, urgemment, il devait absolument sortir d'ici, s'extraire de ce piège mortel, s'échapper de cette souricière hermétique, avant d'être transformé littéralement en passoire sanglante criblée de balles perforantes par la police cantonale zurichoise, lourdement armée, militarisée, entraînée aux interventions antiterroristes, rapides qui convergeaient probablement déjà à toute vitesse sirène hurlante vers la fondation Caïtès, depuis le commissariat central, distant de seulement 800 mètres. Courir, maintenant, ou mourir bêtement ici. La fuite Elias jaillit précipitamment, désespérément de la sortie de service métallique anonyme, donnant sur une ruelle latérale étroite, l'étui rectangulaire à violon historique précieux serré frénétiquement, compulsivement, contre son flanc droit comme un enfant terrorisé protégerait instinctivement sa peluche favorite, son doudou réconfortant contre les monstres nocturnes, imaginaires, sauf que les monstres le traquant maintenant étaient terriblement, concrètement réels policiers, armés, chiens pisteurs, hélicoptères de surveillance. La célèbre Bahnhofstrasse zurichoise, cette avenue prestigieuse, élégante, longue d'1 km 400 mètres, reliant la gare centrale au lac scintillant, bordée de boutiques de luxe étincelantes Chanel, Cartier, Rolex, Bulgari, Tiffany, considérée régulièrement par les magazines économiques internationaux comme l'avenue commerciale, la plus chère du monde entier en termes de loyer commercial au mètre carré dépassant même la 5e avenue new-yorkaise et les Champs-Élysées parisiens, était maintenant dramatiquement, surréalistically transformée en zone de guerre urbaine militarisée, en champ de bataille improvisé. Les gyrophares rotatifs bleus stroboscopiques aveuglants, pulsant des dizaines de voitures de la police cantonale zurichoise, convergeant sirènes hurlantes, depuis tous les commissariats du canton rebondissaient, se réfléchissaient, scintillaient kaléidoscopiquement sur les immenses vitrines transparentes blindées entier fraction des joailleries haut de gamme, des horlogeries prestigieuses, des maroquineries luxueuses créant un effet disco surréaliste, cauchemardesque, halt sofort, Polizei, stehen bleiben oder wir schießen, haltez immédiatement, police, arrêtez-vous ou nous tirons, hurlèrent autoritairement en allemand suisse 2 agents musclés, massifs en gilet pare-balles lourd noir Kevlar niveau K capables d'arrêter des balles de fusil d'assaut 7,62 mm qui surgirent brusquement, agressivement à l'angle aigu d'une bijouterie centenaire Bucherer aux vitrines illuminées exposant des montres Patek Philippe à 6 chiffres, pointant menaçamment leur pistolet automatique Sig Sauer P320 réglementaire de 9 mm Parabellum vers la silhouette fugitive d'Elias. Elias pivota instantanément, réflexivement, sur ses talons usés, ses semelles synthétiques en caoutchouc de ses chaussures de randonnée, Salomon bon marché crissant, grinçant, dérapant dangereusement sur le pavé granitique humide, glissant, traître rendu brillant par la brune fine persistante typique des soirées automnales zurichoises. Il s'engouffra désespérément, instinctivement dans la foule dense, compacte, paniquée de piétons civils innocents employés de bureaux rentrant tard, touristes asiatiques désorientés, étudiants sortant des bars qui s'égaillaient, se dispersaient, fuyaient chaotiquement dans toutes les directions en hurlant terrorisés par cette irruption violente, inattendue de la violence policière armée dans leur quotidien paisible, sécurisé, prévisible suisse, utilisant astucieusement, cyniquement les principes physiques fondamentaux de l'hydrodynamique turbulente, des foules denses à son avantage tactique immédiat, ne pas pousser brutalement, agressivement les gens devant lui, ce qui créerait des résistances, des frictions, des conflits ralentissant sa progression, mais glisser fluidement, serpenter habilement dans les sillages éphémères de vide relatif, dans les poches temporaires de basse pression humaine laissées dynamiquement par les mouvements de panique désordonnés, erratiques, imprévisibles des autres fuyards affolés suivant les flux, exploitant les gradients de densité démographique fluctuants. Il déboucha essoufflé, haletant sur la parade plate historique, cette place monumentale rectangulaire pavée, le dur géographique névralgique, le nœud central stratégique du réseau dense, complexe, efficace de tramways électriques publics zurichois, bordé architecturalement par les sièges majestueux,
imposante en pierre de taille calcaire grise des plus grandes banques privées suisses séculaires, Crédit Suisse, UBS, dont les façades néoclassiques colonnadées illuminées artificiellement projetaient une aura solennelle, intimidante de puissance financière concentrée, de richesses accumulées séculairement. Un tramway articulé moderne bleu et blanc aux couleurs municipales distinctives de la ligne numéro 11, Rohel-Posel, arrivait justement opportunément, providentiellement à cet instant précis, un mastodonte ferroviaire lourd, massif, imposant de 40 tonnes métriques d'acier roulant, de verre trempé, d'aluminium anodisé glissant silencieusement, régulièrement sur ses rails d'acier poli enchâssés dans le pavé granitique historique, avec cette ponctualité horlogère légendaire, proverbiale, obsessionnelle, suisse précision à la seconde, prêt garanti contractuellement, respecté religieusement. Derrière Elias poursuivi, traqué, cerné, le hurlement strident, perçant, dopplerisé des sirènes électroniques polyphoniques des voitures de patrouille, se rapprochait inexorablement, dangereusement, exponentiellement. 3, non 4 véhicules blindés Mercedes-Benz Vito blanc-vert de la police cantonale montaient audacieusement, illégalement sur les larges trottoirs piétonniers pavés normalement interdits à la circulation motorisée pour lui couper stratégiquement toute route d'évasion possible, tout échappatoire géographique, créant un filet tactique, une nasse policière se refermant inexorablement. Il était objectivement, tactiquement piégé, encerclé, coincé dans une souricière géographique sans issue apparente, à moins d'improviser radicalement, d'oser l'impensable, d'exploiter l'inattendu. Elias analysa frénétiquement, instinctivement, la situation critique, mortelle en une fraction infinitésimale de seconde, son cerveau surentraîné de physicien, théoricien calculant automatiquement, inconsciemment les paramètres physiques pertinents malgré l'adrénaline pure inondant son système sanguin, malgré la terreur viscérale paralysante. Il ne voyait pas phénoménologiquement des véhicules concrets, des objets matériels séparés, mais abstraitement des vecteurs de force dynamique, des champs d'énergie cinétique, des masses ponctuelles en mouvement régies par les lois newtoniennes immuables de la mécanique classique formulée il y a 3 siècles. Masse approximative du tramway articulé moderne 40 000 kg. Vitesse instantanée d'approche observée 35 km/h, soit environ 9,7 mètres par seconde. L'énergie cinétique totale emmagasinée était colossale, gigantesque, phénoménale, joules soit presque 2 mégajoules, suffisante théoriquement pour soulever verticalement 190 tonnes d'un mètre contre la gravité terrestre, suffisante concrètement pour créer instantanément une barricade physique infranchissable, un mur d'acier mobile, un obstacle cinétique absolu. Il sortit précipitamment de sa poche avant droite déchirer son dispositif E1B artisanal bricolé maintenant cabossé, rayé, endommagé par sa fuite alpine, sa traversée clandestine. La batterie lithium-ion cylindrique était presque complètement morte, vidée, épuisée, déchargée à 98% après l'utilisation intensive précédente pour forcer le coffre-fort, mais il restait théoriquement. Espérait-il désespérément une décharge résiduelle ultime, finale stockée dans le condensateur électrolytique haute capacité, assez d'énergie électrique pour une dernière impulsion. Il ne visa absolument pas directement, bêtement le tramway lui-même, ce qui aurait été totalement inutile, inefficace car les systèmes électroniques, embarqués, étaient protégés par des cages de Faraday métalliques, blindés contre les perturbations électromagnétiques parasites, mais stratégiquement, astucieusement le boîtier gris métallique de signalisation ferroviaire électromécanique au sol, à l'intersection cruciale des rails où les voies se divisaient, se séparaient permettant au tramway d'être aiguillé soit vers le nord soit vers l'est selon les besoins de circulation, contrôlé automatiquement par un solénoïde électromagnétique puissant déplaçant physiquement les aiguillages mécaniques articulés. Action physique égale réaction opposée, grogna-t-il pour lui-même en citant mentalement la 3e loi fondamentale de Newton gouvernant toutes les interactions mécaniques. Il lança violemment, précisément le boîtier métallique compact de son dispositif EMB qui glissa, patina, dérapa sur les rails d'acier poli lubrifiés comme un palais de hockey sur glace et s'arrêta miraculeusement, providentiellement pile exactement centré sur le mécanisme d'aiguillage magnétique, crucial encastré entre les rails convergents. Il déclencha l'impulsion électromagnétique finale à distance maximale en appuyant frénétiquement sur le bouton poussoir rouge déporté relié par un fil électrique torsadé qu'il tenait encore. L'arc électrique bleu-blanc éblouissant, crépitant, fulgurant de plusieurs dizaines de milliers de volts, fit instantanément frire, griller, carboniser complètement le solénoïde électromagnétique de commande de l'aiguillage, court-circuitant brutalement ses bobinages en cuivre émaillé, soudant définitivement ses contacts relais, déclenchant une transition de phase métallique catastrophique. Au moment précis, synchronisé, critique où le bogie avant-articulé massif du tramway lancé passait exactement au-dessus du point d'aiguillage compromis, la voie ferrée changea brutalement, violemment, catastrophiquement de direction angulaire sans respecter aucune des procédures de sécurité graduelle normales, pivotant instantanément de 30 degrés dans un craquement métallique sinistre. Le résultat mécanique fut spectaculaire, apocalyptique, cinématographique. Dans un hurlement assourdissant, déchirant, suraigu de métal torturé qui déchira littéralement les tympans de tous les témoins dans un rayon de 100 mètres,
qui résonna violemment contre les façades calcaires des banques environnantes en échos amplifiés multiples. Le tramway articulé massif déraya brutalement, perdant instantanément son guidage ferroviaire stable. Il ne se renversa pas complètement latéralement sur le flanc comme un jouet basculant, ce qui aurait été catastrophique, tuant probablement des dizaines de passagers innocents à l'intérieur, mais chassa dangereusement, violemment de l'arrière comme un semi-remorque en aquaplaning incontrôlé, balayant tout impitoyablement sur son passage poubelle municipale, panneaux de signalisation, jardinière florale comme une queue titanesque de dragon mécanique déchaîné, avant de s'immobiliser finalement, définitivement en travers diagonal du carrefour historique, bloquant totalement, hermétiquement l'accès routier aux voitures de police, lancées à pleine vitesse. Des gerbes spectaculaires d'étincelles électriques orange-blanche plurent abondamment, cascadèrent dramatiquement de la caténaire aérienne haute tension à 600 volts courant continu arraché, sectionné, rompu par le mouvement violent erratique du pantographe, déchirant les câbles alimentant normalement le tramway, créant des arcs électriques dansants, crépitants, dangereux dans l'air humide saturé ionisé. Elias ne s'attarda, absolument pas narcissiquement, stupidement pour admirer esthétiquement son œuvre destructrice improvisée, son sabotage urbain spectaculaire. Alors que les policiers zurichois stupéfaits médusés pilaient brutalement, désespérément sur leurs freins ABS pour éviter catastrophiquement de s'encastrer frontalement, de s'écraser suicidairement dans le mur impénétrable d'acier de 40 tonnes du tramway immobilisé en travers bloquant complètement leur trajectoire de poursuite, il disparut prestement, fantomatiquement dans la ruelle médiévale sombre, étroite, sinueuse, labyrinthique de la Münstergasse, serpentant vers la vieille ville historique, invisible soudainement, évaporée, volatilisée, couvert protégé par le chaos urbain spectaculaire, le désordre complet qu'il venait stratégiquement, délibérément d'orchestrer magistralement. Le lien, 1 heure interminable, épuisant plus tard, exactement selon la montre mécanique Rolex héritée qu'Elias consultait compulsivement toutes les 5 minutes anxieuses, 60 minutes harassantes passées à courir frénétiquement, à se cacher nerveusement dans des recoins obscurs, des porches d'immeubles sombres, des parkings souterrains mal éclairés, à zigzaguer paranoïaquement à travers les ruelles médiévales labyrinthiques tortueuses de la vieille ville zurichoise historique pour semer définitivement ses poursuivants policiers acharnés, à éviter soigneusement les caméras de surveillance omniprésentes dont il connaissait approximativement les emplacements stratégiques après avoir étudié obsessionnellement les plans urbains en ligne. Elias, complètement épuisé, trempé de sueur froide malgré la température automnale fraîche, allaitant douloureusement, s'était finalement réfugié précairement, provisoirement dans les toilettes publiques crasseuses, insalubres, nauséabondes d'un cybercafé clandestin miteux, louche du quartier populaire, alternatif, légèrement interlope du Niederdorf, ce dédale de ruelles étroites pavées bordées de bars enfumés, de sex shop Glock, de restaurants kebab bon marché, de boutiques vintage poussiéreuses fréquentées par les étudiants fauchés, les touristes backpackers, les marginaux urbains, les migrants sans papier, les dealers discrets. L'odeur composite, pestilentielle, écurante d'urine masculine concentrée fermentée, de vomi alcoolisé séché, de désinfectants chimiques bon marché, aux parfums synthétiques agressifs d'eucalyptus, ou de pain sylvestre vaporisé parcimonieusement par un employé négligent, lui prenait violemment, insupportablement à la gorge contractée, lui soulevant le cure vide, déclenchant des hauts le cure spasmodiques, des envies de vomir la bile acide, qui était dans son estomac vide depuis 36 heures sans alimentation solide, mais c'était objectivement, stratégiquement le seul endroit relativement sûr, provisoirement protégé, momentanément invisible qu'il avait trouvé après avoir erré désespérément dans le froid nocturne zurichois. Il posa délicatement, révérencieusement le violon historique inestimable d'Einstein encore dans son étui rectangulaire noir, usé sur le carrelage blanc souillé, taché, fissuré, décollé par endroits des toilettes publiques répugnantes à côté de la cuvette en porcelaine émaillée jaunâtre entartrée débordant légèrement d'eau stagnante brunâtre malodorante sacrilège culturel, absolu qui aurait horrifié n'importe quel conservateur de musée, n'importe quel luthier professionnel, n'importe quel violoniste concertiste est sorti précautionneusement de sa poche intérieure imperméable de sa veste Gore-Tex, son téléphone, satellite crypté militarisé Iridium 937 Handguns, extrême robuste, étanche, anticoque qu'il avait acheté cash sur le marché noir électronique à Genève spécifiquement pour cette mission clandestine, cet appareil hors de prix à 1 200 €, permettant des communications vocales et data chiffrées impossibles à intercepter, à tracer via les satellites en orbite polaire basse de la constellation Iridium contournant complètement les réseaux cellulaires terrestres conventionnels surveillés. Il tapa frénétiquement, fébrilement avec ses doigts gantés tremblants la formule mathématique sacrée découverte mystérieusement gravée microscopiquement sur le chevalet d'érable du violon Einsteinium,
dans un logiciel spécialisé sophistiqué de simulation numérique de géologie structurale et de physique des matériaux qu'il avait personnellement codé, programmé, développé en Python et Fortran des années auparavant durant sa thèse doctorale au CERN lorsqu'il modélisait les propriétés mécaniques, élastiques, acoustiques de différents matériaux cristallins sous compression extrême, sous contrainte gigapascal, ce programme qu'il avait heureusement providentiellement conservé archivé sur son cloud personnel crypté accessible depuis n'importe où. L'écran tactile haute résolution du téléphone satellite robuste afficha après quelques secondes intenses de calcul parallélisé une courbe sinusoïdale parfaite, élégante, harmonieuse ondulant régulièrement comme une vague océanique idéalisée, comme un serpent mathématique hypnotique. « Qu'est-ce que tu ouvres exactement comme serrure cosmique » murmura-t-il perplexe, fasciné, terrifié à l'écran luminescent dans la pénombre nauséabonde des toilettes insalubres, s'adressant anthropomorphiquement à la formule elle-même comme à une entité vivante, consciente, intentionnelle. Il superposa algorithmiquement cette fréquence vibratoire mystérieuse calculée aux cartes géologiques mondiales détaillées, aux bases de données minéralogiques internationales exhaustives répertoriant des millions d'échantillons, rocheuses analysées spectrométriquement. Rien initialement ne correspondait exactement, parfaitement. C'était mathématiquement une fréquence de résonance acoustique trop élevée, trop rapide pour le granit ordinaire typique des socles continentaux anciens, trop basse, trop lente pour le diamant cristallin pur carbone, spectrois le plus dur des matériaux naturels terrestres. Un mystère minéralogique, une impossibilité géologique apparente, puis soudainement, il eut un flash mental fulgurant, une réminiscence cognitive soudaine, un souvenir en fou ressurgissant. Il se souvint distinctement, précisément du message électronique crypté énigmatique que Sarah, cette archéologue mystérieuse, brillante, obsessionnelle qu'il n'avait jamais rencontrée physiquement, mais avec qui il correspondait clandestinement depuis des mois via des canaux chiffrés sécurisés partageant des découvertes troublantes, des théories hérétiques, des données confidentielles lui avait envoyé il y a exactement 3 semaines depuis Jérusalem, où elle effectuait des fouilles clandestines non autorisées, ce message sibyllin cryptique qu'il n'avait pas complètement compris sur le moment, qu'il avait archivé mentalement comme intéressant mais non prioritaire. Il ne restaure pas les fondations du temple. Il préfabrique quelque chose. Une pierre spéciale qui chante mystérieusement, qui résonne étrangement sous le laser de mesure topographique. Densité anormale, composition chimique modifiée, compression artificielle suspectée, investigation en cours, danger. Il entra rapidement, intensément les paramètres physiques connus de densité massique, de modules d'élasticité, de vitesse de propagation des ondes acoustiques du calcaire historique, Meleke ou Misiamar, cette pierre royale, noble prestigieuse de couleur crème rosée extraite traditionnellement depuis l'antiquité des carrières souterraines de Jérusalem, utilisée massivement pour construire le premier temple salomonien, le second temple hérodien, les murailles ottomanes, les églises croisées, les mosquées omeyyades mais hypothétiquement, théoriquement modifiées artificiellement, transformées technologiquement par une compression mécanique extrême gigapascal, par un traitement thermique haute température, par une altération cristallographique que seule une civilisation avancée maîtrisant des technologies sophistiquées aurait pu accomplir il y a des millénaires. Le logiciel géophysique, sophistiqué, afficha quasi instantanément en moins de 2 secondes de calcul tensoriel, une correspondance spectaculaire, stupéfiante à 99,7 de confiance statistique. Un point lumineux rouge vif clignotant, pulsant apparut soudainement sur la carte interactive tridimensionnelle du monde projeté holographiquement, zoomant vertigineusement, accélérant exponentiellement à travers les continents, les océans jusqu'au Moyen-Orient, se focalisant, se concentrant, se précisant géographiquement avec une résolution GPS centimétrique. Le point rouge final ne se posa absolument pas aléatoirement sur une ville quelconque au hasard, sur un site géographique banal, trivial. Il se fixa précisément, inexorablement, fatalement sur des coordonnées géographiques extrêmement spécifiques, historiquement chargées, religieusement explosives 31-46-41 Nord, 35-14 Mont du Temple à Jérusalem. Plus précisément encore, plus dangereusement, plus apocalyptiquement, la fondation Stone sacrée, Even Hashetia en hébreu, Sakra en arabe, ce rocher calcaire naturel affleurant irrégulièrement sous le magnifique dôme du rocher octogonal doré à coupole bleue construit au 7e siècle par le calife omeyyade Abd al-Malik, ce site simultanément le plus sacré du judaïsme, le 3e plus sacré de l'islam après la Mecque et Médine, également vénéré par le christianisme, ce point géographique unique où convergence entre chocs, s'affrontent 3 monothéismes abrahamiques antagonistes depuis des millénaires provoquant croisades sanglantes, pogroms massacreurs, intifada meurtrière, guerre totale, le point mythologique, cosmogonique où selon la tradition rabbinique talmudique, le monde physique manifesté a littéralement commencé à exister, émergé du néant primordial, où Abraham patriarche a failli sacrifier Isaac son fils unique, où Jacob a eu sa vision onirique de l'échelle céleste connectant terre et ciel, où le Saint des Saints du temple de Salomon abritait l'arche d'alliance contenant les tables de la loi mosaïque,
où le prophète Mohammed aurait miraculeusement ascensionné nocturne durant le voyage Isra et Miraj vers les 7 cieux paradisiaques, Elias sentit physiquement un frisson glacial, électrique lui parcourir violemment les chines courbées, remonter sa colonne vertébrale vertèbre par vertèbre comme une décharge nerveuse, hérissant instantanément tous les poils fins de sa nuque, de ses avant-bras. Einstein visionnaire n'avait manifestement pas seulement découvert intellectuellement, formulé mathématiquement une équation théorique abstraite élégante supplémentaire à ajouter au corpus académique des connaissances physiques fondamentales. Non, il avait effectivement concrètement trouvé, identifié, décrypté le code d'activation technologique mystérieux, la séquence de commande opérationnelle d'une machine antédiluvienne, d'un dispositif technologique avancé endormi, désactivé, enfoui secrètement depuis des millénaires sous les fondations sacrées du mont du Temple, par une civilisation disparue, oubliée, effacée de l'histoire officielle conventionnelle. La pierre calcaire comprimée artificielle à Jérusalem était le hardware matériel, le substrat physique, la plateforme technologique, le son harmonique spécifique du violon accordé à 430 Hz était le software immatériel, le programme d'activation, le protocole de déverrouillage, la serrure cosmique, le mécanisme de contrôle est enfoui profondément sous la mosquée musulmane sacrée, réalisa-t-il à voix haute avec une terreur existentielle croissante, horrifié, paniqué par les implications géopolitiques cataclysmiques, les conséquences religieuses apocalyptiques explosives de cette découverte, et moi juif athée américain fugitif recherché internationalement, j'ai stupidement dangereusement la clé harmonique d'activation dans un simple étui à violon usé. Il savait désormais exactement précisément où il devait impérativement, inexorablement aller malgré tous les dangers mortels, tous les obstacles insurmontables, toutes les impossibilités logistiques. Il ne fuyait désormais plus passivement, réactivement les autorités policières européennes, les services de renseignement occidentaux. Il partait activement, volontairement, consciemment en pèlerinage scientifique mystique, vers l'épicentre géographique probable, vers le grand zéro prévisible du séisme géopolitique à venir, vers le point d'ignition de l'apocalypse finale. Jérusalem. La ville sainte, la poudre explosive, l'ombilic du monde, le miroir du quotidien, Hans Bankier Suisse Profil, Hans Weber, 48 ans exactement depuis son anniversaire du mois de mars dernier célébré discrètement, sobrement dans un restaurant gastronomique, 3 étoiles Michelin au bord du lac, avec sa troisième épouse trophy blonde silicone de 29 ans et quelques collègues triés sélectionnés. Vice-président exécutif senior de la division ultra-confidentielle de gestion de fortune privée chez Helvetia Private Banking AG, cette institution bancaire séculaire discrète fondée en 1860, africain enrichi. Il porte quotidiennement, exclusivement des costumes 3 pièces sur mesure taillées main à 5 000 francs suisses l'unité confectionnée par le tailleur milanais Brioni ou le couturier parisien. Sifonelli en laine Super 180 italienne tissée serrée, des chemises en popeline de coton égyptien à 300 francs pièce, des cravates en soie Hermès à 250 francs, des chaussures Oxford en cuir pleine fleur John Lobb anglaise à 1200 francs, une montre bracelet mécanique Patek Philippe Nautilus en or blanc à 70 000 francs, et considère philosophiquement, idéologiquement l'empathie humaine naturelle, la compassion altruiste, la solidarité sociale comme des erreurs cognitives primitives, des faiblesses sentimentales contre-productives, des inefficiences émotionnelles irrationnelles du marché économique darwinien qu'un gestionnaire professionnel compétent doit impitoyablement éliminer, éradiquer de son processus décisionnel pour maximiser algorithmiquement les rendements financiers ajustés aux risques de ses clients fortunés exigeants. La scène, au dernier étage panoramique, au 12e niveau du penthouse exécutif d'une tour postmoderne élancée de verre fumé bleuté et d'acier brossé conçu par l'architecte star britannique, Norman Foster surplombant majestueusement le lac de Zurich scintillant aux eaux turquoises, translucides bordées de villas. Belle époque, de parcs arborés, de voiliers blancs élégants, le silence ambiant était d'une qualité exceptionnelle, rare, luxueuse, presque surnaturelle, feutrée acoustiquement, absorbée complètement par des moquettes épaisses moelleuses en laine de Nouvelle-Zélande, tissées main de 3 cm d'épaisseur, par des panneaux muraux en bois précieux d'acajou massif du Honduras, capitonnés de cuir Connolly anglais Bordeaux, par des doubles vitrages isolants phoniques haute performance de 20 mm réduisant les bruits extérieurs urbains de 45 décibels, créant une bulle de quiétude hermétique, un cocon climatisé silencieux isolant complètement les occupants privilégiés du tumulte plébéien vulgaire de la rue grouillante 12 étages plus bas. Mais paradoxalement, ironiquement, tragiquement sur les 6 immenses écrans LED incurvés ultra haute définition 8K de 55 pouces, chacun disposé en arc de cercle panoramique ergonomique, qui entourait, enveloppait, encerclait le fauteuil ergonomique Herman Miller, aéro noir en résine de carbone à 1800 francs, où en siégeait quotidiennement tel un pilote de chasse dans son cockpit informatisé, tel un contrôleur aérien surveillant son espace, tel un dieu technocratique manipulant les flux financiers mondiaux. C'était littéralement, visuellement l'apocalypse économique en temps réel, le krach boursier final, l'effondrement systémique global.
Il n'y avait manifestement visiblement plus de courbes ascendantes vertes rassurantes, plus de graphiques oscillants équilibrés, plus de tendances haussières optimistes, bull market. Seulement des chutes verticales abruptes, brutales, catastrophiques, rouges sans vif, des falaises graphiques, des précipices statistiques, des effondrements exponentiels. Le CAC 40 parisien, le DAX francfortois, le Dow Jones new-yorkais, le SE londonien, le Nikkei tokyoïte, le Hang Seng hongkongais, absolument tous les indices boursiers majeurs mondiaux, sans exception aucune, s'affichaient uniformément en rouge écarlate agressif, clignotant, pulsant comme des alarmes cardiaques de patients mourants, en arrêt circulatoire. Son téléphone fixe, professionnel de bureau Cisco haut de gamme, clignotait frénétiquement, hystériquement, compulsivement sur ses 10 lignes directes, différentes simultanément LED rouges, flashant synchroniquement comme des stroboscopes de discothèque. Il l'avait volontairement, délibérément mise en sourdine complète, coupé le volume sonore à zéro. Il ne voulait absolument pas, refusait catégoriquement d'entendre les cris paniqués, les hurlements désespérés, les supplications pathétiques des oligarques russes, sanctionnés perdant leurs milliards gelés, des industriels allemands ruinés, voyant leurs empires familiaux centenaires s'effondrer, des sheikhs pétroliers arabes assistant impuissants à l'évaporation numérique de leur fortune dynastique, des hedge fund managers new-yorkais arrogants confrontés à des appels de marge catastrophiques, tous suppliant désespérément, implorant lamentablement de sauver miraculeusement leurs actifs évaporés, leurs fortunes volatilisées, leurs patrimoines anéantis. L'or physique ne tient même pas, ne résiste pas, marmonna-t-il incrédule pour lui-même d'une voix rauque, tremblante, les yeux bleus délavés écarquillés, dilatés, fixant hypnotiquement les chiffres catastrophiques défilant, scrutant obsessionnellement les graphiques s'effondrant. Même le franc suisse légendaire décroche verticalement, plonge catastrophiquement. C'est mathématiquement impossible, c'est historiquement inédit, c'était effectivement totalement, complètement inédit dans toute l'histoire économique moderne, enregistrée depuis la création de la Banque nationale suisse, en temps de guerre conventionnelle, de crise géopolitique majeure, de pandémie globale, de catastrophes naturelles, l'argent nerveux, paniqué fuyait systématiquement, automatiquement, mécaniquement vers les valeurs, refuges traditionnels séculaires éprouvés hors physique lingot. Franc suisse considéré comme monnaie la plus stable mondialement, bon du trésor américain garanti par la puissance militaire inégalée, immobilier prime dans les capitales sécurisées. Mais aujourd'hui cauchemardesque, apocalyptique, l'argent liquide ne fuyait pas simplement nerveusement d'un actif risqué vers un actif sécurisé. Non, l'argent s'évaporait littéralement, disparaissait mystérieusement, se volatilisait numériquement comme si la confiance collective fondamentale dans le système monétaire fiat lui-même, dans la valeur abstraite conventionnelle symbolique des devises papier, dans la légitimité institutionnelle des banques centrales émettrices s'effondrait simultanément globalement. La chute, une alerte prioritaire rectangulaire noire inquiétante avec bordure rouge pulsante surgit soudainement, violemment au centre de son terminal informatique principal Bloomberg Professional comme une explosion visuelle, un cri silencieux, transfert de liquidité systémique détecté, magnitude exceptionnelle, priorité absolue niveau 1, notification immédiate, direction générale, requise, anse vie médusée, stupéfaite, paralysée, des colonnes interminables, vertigineuses de chiffres numériques à 15, 16 chiffres défilés verticalement à une vitesse littéralement inhumaine, surhumaine, impossible à lire consciemment sur son écran central, scrollant automatiquement plus rapidement que la perception visuelle humaine normale ne peut traiter l'information, nécessitant des algorithmes automatisés de monitoring pour capturer, analyser, archiver. Ce n'était manifestement évidemment pas des millions dérisoires, triviaux que des particuliers fortunés déplaçaient quotidiennement pour diversifier leur portefeuille. Ce n'étaient même pas des centaines de millions que les family office milliardaires réallouaient stratégiquement trimestriellement. C'étaient des milliards massifs, colossaux, gigantesques. Non, des dizaines, des centaines de milliards de dollars américains, d'euros, de livres sterling, de francs suisses, de yens japonais s'évaporant, migrant, transférant simultanément, coordonnés. Des fonds de pension nationaux entiers gérant les retraites de millions de travailleurs cotisants, des trésoreries souveraines d'États européens prospères, des fortunes dynastiques aristocratiques vieilles de 2 siècles transmises méticuleusement de génération en génération. Absolument tout quittait précipitamment, massivement, irrévocablement l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord en temps réel synchronisés comme des rats fuyant collectivement, instinctivement un navire coulant. Il tenta frénétiquement, désespérément de tracer algorithmiquement la destination finale géographique de ces flux financiers titanesques, en utilisant les outils sophistiqués de tracking SWIFT, de géolocalisation bancaire, d'analyse des nœuds de routage cryptographique. Les capitaux mobiles ne partaient manifestement pas vers les destinations refuges conventionnelles prévisibles attendues, pas vers New York centre financier mondial, pas vers Shanghai hub asiatique émerge, pas vers Londres city historique, pas vers Tokyo métropole technologique. Non. Ils atterrissaient massivement, convergeaient inexorablement, se concentraient dangereusement dans un cloud bancaire numérique crypté ultra sécurisé blockchain distribué,
Localisé physiquement, hébergé matériellement dans un seul et unique endroit géographique précis, concentré Tel Noamam, cette mégalopole futuriste utopique pharaonique en construction accélérée dans le désert saoudien du nord-ouest près du golfe d'Aqaba à la frontière jordano-égyptienne, ce projet urbain démesuré, mégalomane de 500 milliards de dollars du prince héritier, Mohammed bin Salman promettant une ville linéaire de 170 km, sans voiture, alimentée à 100% par énergie renouvelable, gérée intégralement par intelligence artificielle, connectée totalement par blockchain décentralisée. Ils savent déjà, ils ont été prévenus en avance, souffla Hans horrifié, réalisant soudainement la terrible vérité conspiratrice, comprenant instantanément l'insider trading géant, le délit d'initié planétaire. Les rats privilégiés, les élites informées quittent préventivement le navire occidental condamné avant qu'il ne coule définitivement. Il regarda anxieusement, compulsivement son propre portefeuille d'investissement personnel diversifié de 8 300 000 francs suisses accumulés patiemment durant 25 années de carrière bancaire acharnée affichée sur l'application mobile sécurisée de son smartphone personnel iPhone 15 Pro Max. La valeur totale actualisée venait littéralement de perdre catastrophiquement 60%, 6 millions de francs évaporés, volatilisés numériquement en seulement 2 heures chronomètre depuis l'ouverture matinale des marchés européens à 9 heures. Il regarda autour de son bureau exécutif luxueux, somptueux, ostentatoire mobilier design scandinave, vitra en cuir et noyer, œuvre d'art contemporain original accroché tableau abstrait de Gerhard Richter, photographie monumentale d'Andreas Gursky assurée collectivement pour 2 millions de francs, son stylo plume Montblanc Meisterstück 189 en résine noire et plaqué or à 1000 francs posé rituellement sur son sous-main en cuir, repoussé, sa vue imprenable panoramique à 180 degrés sur le lac scintillant, les Alpes enneigées majestueuses à l'horizon sud. Tout cela matériel, concret ne valait objectivement, fondamentalement plus rien économiquement, plus rien monétairement si le système financier s'effondrait complètement, si les devises fiat devenaient du papier toilette sans valeur intrinsèque, si les titres de propriété numérique n'étaient plus reconnus, honorés, garantis par aucune autorité légale fonctionnelle. Pour la première fois terrifiante de sa vie d'adulte mature, prospère, privilégié depuis l'obtention de son MBA à l'INSEAD de Fontainebleau, il y a 23 ans, une sueur froide visqueuse, poisseuse, glaciale lui colla désagréablement la chemise en popeline égyptienne, immaculée 300 francs au dos moite, aux aisselles trempées. Ce n'était absolument pas la peur abstraite, intellectuelle, sociale de perdre son statut professionnel prestigieux, son standing communautaire élevé, sa réputation établie dans les cercles élitistes zurichois, d'être humilié publiquement devant ses pairs banquiers arrogants, de décevoir sa jeune épouse matérialiste habituée au luxe ostentatoire, aux vacances Maldives en jet privé, au sac Hermès Birkin à 40 000 francs. Non, c'était quelque chose de beaucoup plus primitif, viscéral, existentiel. C'était la peur animale, reptilienne, atavique câblée génétiquement dans son tronc cérébral ancestral de ne pas pouvoir physiquement, concrètement acheter de pain demain matin à la boulangerie du coin pour nourrir biologiquement son corps organique affamé. C'était la terreur préhistorique de la famine imminente, de la pénurie alimentaire, du ventre vide douloureux que ses ancêtres paysans suisses médiévaux avaient connu durant les hivers rigoureux alpins interminables. Il se sentit soudainement, brutalement nu psychologiquement, vulnérable ontologiquement et misérable existentiellement malgré ses vêtements 5 000 francs, malgré sa montre 70 000 francs, malgré son bureau panoramique, malgré son titre vice-présidentiel ronflant gravé sur plaque dorée. Il était redevenu instantanément, objectivement pauvre économiquement. Non pas pauvre relativement comparé aux milliardaires clients, pauvre absolument, indigent, démuni, prolétarisé. Et cette révélation métaphysique le terrifiait plus profondément que n'importe quelle menace physique, que n'importe quel diagnostic médical terminal qu'il aurait pu